Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire, il y a eu Conseil des ministres ce lundi sous la présidence du président de la République. La réunion a été consacrée notamment à un projet de loi relatif aux assurances sociales et à des exposés portant sur le renforcement du travail syndical. Un volet consacré à l'activité rurale dans ce journal. D'abord avec l'oléiculture à Béjaïa. On vous fera découvrir une huilerie familiale datant des années 40 où l'on extrait de l'excellente huile d'olive. On ira également à la rencontre d'une femme artisane qui fabrique du fromage artisanal à Tizi Ouzou. À l'étranger, le discours politique en France peine à convaincre. Paris préfère désormais dévoyer le débat des vraies questions d'ordre économique et social en provoquant des tensions à l'étranger et en s'immisçant dans les affaires de pays souverains. Au Maroc, poursuite de la démolition des habitations en ignorant les droits fondamentaux des populations concernées, ce qui alimente la colère des Marocains. Et à la fin de ce journal, Al-Tan'ama pour visiter le Qsar Mugrar, un véritable joyau de la région qui a abrité les festivités du Nouvel An à Mazir, au menu des spectacles folkloriques et des concerts musicaux. Bienvenue à tous. Il y a eu Conseil des ministres ce lundi, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La réunion a été consacrée à un projet de loi relatif aux assurances sociales et à des exposés portant notamment sur le renforcement du travail syndical et du dialogue social et des mesures et dispositions en prévision du mois sacré du Ramadan. Il y a eu donc ce lundi un Conseil des ministres présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. La réunion a été consacrée à un projet de loi relatif aux assurances sociales et à des exposés portant notamment sur le renforcement du travail syndical et du dialogue social et des mesures et dispositions en prévision du mois sacré du Ramadan. Et pour plus de détails, nous avons avec nous depuis le siège de la présidence de la République notre envoyée sur place, Yamina Saïdji. Yamina, bonsoir. Yamina, bonsoir. En effet, le président de la République... Alors j'allais dire justement quels sont les points à retenir de cette réunion du Conseil des ministres. De la Défense nationale. Allez-y. En effet, le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux assurances sociales et à des exposés portant notamment sur le renforcement du travail syndical et du dialogue social. Après présentation par le Premier ministre de l'activité du gouvernement durant les dernières semaines et suite aux interventions des ministres relatives aux différents exposés, le président de la République a donné les instructions et les orientations suivantes. Le projet de loi sur les assurances sociales relatif à la prolongation du congé maternité a été adopté. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que cette mesure consacre les droits des femmes et renforce l'égalité avec les hommes. Il a également salué les progrès réalisés par l'Algérie en matière de droits des femmes, affirmant que ce projet reflète l'engagement national à respecter les principes de la déclaration de novembre. Le président de la République a par ailleurs réaffirmé que le droit syndical est garanti en Algérie et que l'État s'engage à le respecter. Il a également souligné la nécessité de renforcer le droit syndical et de le soutenir afin de développer le monde du travail, appelant à leur organisation selon les nouvelles dispositions légales. Merci beaucoup Yamina Saïdji. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le siège de la présidence de la République.
Et dans l'actualité nationale également, cet accord de coopération conclu entre le commissariat à l'énergie atomique et le groupe Saïdal, un accord portant sur la production et la fabrication locale de produits radiopharmaceutiques visant à pallier le manque de ce type de produits utilisés dans le diagnostic et le traitement de plusieurs maladies incurables. Selon cet accord, Saïdal fournira des produits radiopharmaceutiques à des fins de diagnostic donc dans un délai d'une année et mettra à disposition les produits à usage thérapeutique après 1 année et demie de la signature de cet accord stratégique qui s'inscrit dans le cadre du développement de la médecine nucléaire en Algérie. S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Énergie a souligné que ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République qui a fait de ce domaine une priorité nationale visant à encourager l'investissement dans les technologies et applications nucléaires à usage médical. Nous en parlions en titre. À Béjaïa, c'est la saison de la cueillette des olives. Une activité pratiquée avec beaucoup de rigueur, mais aussi de la passion. Les fruits de cette région cueillis à la main, souvent dans une ambiance conviviale, permettent d'extraire une huile d'olive d'excellente qualité. Véritable fierté locale. L'exemple dans la commune de Hamza, où notre caméra a suivi le processus dans une huilerie familiale dont l'existence remonte aux années 40, nous dit Saïda Mayouf dans ce reportage. Sur les hauteurs des montagnes à Ouzrou, dans la commune de Hamza, au lieu dit Hammam Sidi Yahya, la cueillette des olives bat son plein. Par conséquent, l'huilerie située sur ces lieux tourne à plein régime. Une huilerie dont les origines remontent aux années 40. J'ai vu mon grand-père fabriquer son moulin de ses propres mains dans les années 45. Il taillait les meules de pierre dans le lit de la rivière. Ce sont des images ancrées dans mes mémoires. Par la suite, la modernisation a pris le dessus et on est toujours versé dans notre métier, l'olive de notre passion. en 2021. كما شفتوا كاين دوشان هنا الداخل جبناهم وحده جبناها في البروغرام تاع فنديارة تاع المعاونه تاع الفلاحين عندنا السوتيان تاع 4 مليون دينار ولا دوزيام هذه جبناها دون الكادر تاع التحدي كريدي تحدي بونيفي تاع لي زانتيري لي بونيفي كي تخدم كونتينيو ما تحبسش كاع عندهم كاباسيتي كبيره à peu près 3 tonnes heure chaque chaîne. De nombreux sacs pleins d'olives jonchent le sol des alentours de l'huilerie, acheminés par les oléiculteurs dans les meilleurs délais pour le process de trituration. On fréquente cette huilerie depuis longtemps déjà. La trituration y est très rapide et on repart avec la quantité pressée de l'huile d'olive. Dès que nos olives sont récoltées et bien que le transport soit difficile dans cette zone montagneuse, on se dépêche de les triturer pour assurer leur bonne qualité. Oléifacteurs et spécialistes de la filière oléicole prônent l'utilisation des palox, des caisses en plastique spécialement conçues pour les olives, gage de qualité de l'huile d'olive contre les sacs de jus traditionnellement utilisés. Dernièrement, nous avons subi une formation avec le PASA, qui est un programme d'appui et de développement du secteur agricole. Plus spécialement, c'est l'oléiculture. C'est pour donner les meilleures pratiques, les bonnes pratiques de récolte, de transport et de trituration justement du produit. Et qui est un produit quand même maintenant, il vaut son pesant d'or. Et c'est un fruit, ce n'est pas un aliment simple, c'est un jus et il est très demandé maintenant au niveau à l'échelle planétaire. Le moulinier, il a mis en place des palox comme on a vu tout à l'heure, donc il verse son produit dans ces palox-là pour justement assurer, pour respecter la chaîne de récolte jusqu'à la transformation, pour assurer toujours le bon produit final. Ça permet, c'est pour éviter d'abord le tassement, parce que si on laisse le produit dans les sacs, il y a un phénomène de tassement, d'où la moisissure, puisqu'il dégage des acides et tout ce qui s'ensuit. Donc il perd les antioxydants, le goût, donc il y a le goût chômé et tout ce qui s'ensuit. Avec un parc oléicole de l'ordre de 55 000 oliviers et 400 huileries, la wilaya de Béjaïa demeure parmi les leaders nationaux de la production de l'huile d'olive de qualité supérieure, d'autant
que l'olive par là demeure une tradition transmise de père en fils. Et nous restons en Kabylie et cette fois on vous y emmène pour parler d'artisanat fromager. On vous fait découvrir une artisane passionnée et déterminée qui transforme plus de 300 litres de lait par jour en fromage. Cette femme n'est pas seulement productrice mais aussi formatrice puisqu'elle transmet son savoir-faire et crée des opportunités d'emploi. C'est ce que nous dit Naïm El-Walish dans ce reportage. Regardez. Elle est née dans les hautes montagnes de Kabylie, tout près des vaches que son grand-père bichonnait, et son destin semblait tout tracé, transformer le lait de vache en or blanc. Wardia Bouzidi est la première artisane fromagère à avoir investi dans cet artisanat autrefois majoritairement exercé par les hommes. Au sous-sol de sa maison de campagne, son atelier artisanal où elle transforme plus de 300 litres de lait par jour en pépites immaculées et surtout franchement goûteuses. Il n'y a que le lait, le petit lait, le beurre, c'est tout. Mais moi, j'ai essayé d'enrichir ou découvrir d'autres produits dans du lait pour faire un fromage maison. Là, j'ai ma fameuse, la reine des fromages, parmesan, 2 ans d'affinage. C'est un bijou pour moi. Tout a commencé en 2012 lorsqu'une association lui propose une formation d'artisane fromagère. La jeune ambitieuse qui a tout de suite dit oui a quelques années plus tard affiné son savoir si bien qu'elle est devenue elle-même formatrice. Actuellement, déjà, je travaille avec des femmes et des éleveurs. Des femmes, ils ont des chèvres, mais malheureusement, ils ne trouvent pas où vendre le lait. Déjà, on est toute une chaîne. Je travaille avec eux, donc pourquoi pas, je ne vais pas agrandir ce projet-là. Avec Mme Bouzidi, on a initié tout un programme d'accompagnement qui est basé sur déjà la formation, l'identification des besoins, le montage de projets et monter une variété de prestations, à savoir la formation, la vente des produits de terroir et le réseautage en matière des produits de terroir sur le niveau national. Actuellement, notre réseau solidaire est basé majoritairement sur les efforts de la femme rurale, sans oublier bien sûr qu'il y a avec nous aussi des agriculteurs et des paysans. Plus qu'une simple activité, la production fromagère qu'elle connaît sur le bout des doigts est une sorte de sacerdoce pour cette femme qui compte agrandir et moderniser son atelier en créant de l'emploi et des produits de haute qualité. Et dans la page histoire de ce journal, nous allons ce soir à la rencontre de Roger Winterhalter, un ancien soldat français qui a rejoint le FLN après avoir découvert les pratiques répressives de l'armée coloniale française en Algérie en 1960. Depuis, il est devenu militant pour la justice et la mémoire. Il témoigne de cet engagement qui a marqué sa vie. C'est ce que nous dit Nabil Hamadachi et Anis Saïd Belkacem dans ce papier. Regardez. Arrivé en Algérie en 1960 dans la région de Tlerma, Roger Winterhalter, soldat français, a été confronté à la réalité du système colonial et aux pratiques répressives de l'armée française. Il prend rapidement conscience de l'injustice de cette guerre. Un jour, un Algérien avait été arrêté, torturé, et donc il a été frappé par le sergent qui l'avait torturé avant. J'étais la section qui a accompagné ce prisonnier. Quand il est descendu,
Et d'un seul coup, il y en a un qui a bousculé. Et puis il est tombé. Et puis un autre lui a fait un croche-pied. Enfin, je me suis dit, c'est quand même pas possible. Un jour, on avait une manifestation. C'était toujours à l'occasion de l'anniversaire de l'arraisonnement de l'avion de Ben Bella et de Loudiaf, enfin, etc. Et donc, il y avait des manifestations. Il y a des milliers d'Algériens, et surtout d'Algériennes et d'enfants qui descendaient des montagnes, qui poussaient des you-you, des cris de vive l'indépendance, enfin, le colonialisme. Ils n'étaient pas armés, je peux vous dire. Ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas menaçants. Il y avait des drapeaux. Et puis on a tiré dessus. Et ça m'a totalement renversé. Auteur du livre « Si c'était à refaire », Roger Winterhalter raconte comment il a découvert l'existence d'une cellule du FLN au sein même de la caserne française. Il rejoint alors et sans hésitation la lutte du peuple algérien. Il y avait un groupe de personnes que je connaissais tous, qui étaient tous des tirailleurs algériens qui étaient dans l'armée française. Ils m'ont dit, nous, on représente, on est une cellule du FLN dans l'armée française. Et j'ai dit spontanément, oui, puis infiltré des Algériens qui faisaient de la contre-propagande, pour ainsi dire. Et donc mon rôle, il me donnait le nom de 2-3 personnes et je falsifiais les papiers. On a quand même fait évader à peu près 19 personnes d'un seul coup. On a fait voler des médicaments pour l'armée de libération nationale. S'il avoue aujourd'hui avoir oublié certains détails de son passage en Algérie durant la Révolution de novembre, Roger Winterhalter affirme n'avoir jamais effacé de sa mémoire cette période charnière qui a fait de lui un véritable militant pour la paix et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était une époque extraordinaire. Pour moi, je suis un militant né de la guerre d'Algérie. Et quand je vais dans ce pays, je suis né ici. On s'entend, mon accent, c'est un accent alsacien, etc. Mais je suis né en Algérie, en tant que militant. Hein. Quand je rentre à Constantine, je passe à Télerma, je pleure. Quoi. C'est vraiment quelque chose de profond. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. La France perd de l'influence en Afrique. Le continent se dresse contre l'héritage colonial, rejetant les discours arrogants et méprisants des autorités françaises et affirmant sa volonté de reprendre son destin en main. Yamina Saïdji, regardez. Un vent de changement souffle sur l'Afrique, mettant fin à l'influence dominante de la France. Le continent se trouve aujourd'hui à un moment charnière de son histoire. Depuis des décennies, des dizaines de pays africains ont subi l'hégémonie française, marquée par le pillage de ses ressources, l'effacement de son identité et la répression de ses peuples. Mais désormais, les Africains refusent toute forme de soumission. Les transformations politiques, économiques et sociales en cours traduisent une volonté collective des Africains de reprendre en main leur destin et d'affirmer leur souveraineté. La France a été chassée de certains pays, notamment des pays du Sahel et plus récemment du Tchad. Mais on s'attendrait à ce que ce soit une occasion pour délivrer un message qui renforce l'image de la France en Afrique. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Le président Macron est passé complètement à côté. Justement, en fait, les Africains en sont arrivés à un point où ils ne veulent plus d'injonctions, ils ne veulent plus de ces tons paternalistes, ils ne veulent plus D'abord, qui lui a demandé? Qui a demandé concrètement à la France de venir faire quoi que ce soit? Mais on sait tous qu'ils sont là pour leurs intérêts, on sait tous pourquoi ils sont là. Des condamnations unanimes rejettent fermement les positions controversées adoptées par les autorités françaises à l'égard des nations et des peuples africains qui ne tolèrent plus les discours méprisants de la France, qui ignorent leur histoire et leurs aspirations. Je pense qu'on atteint un seuil d'irrespect qui ne peut plus être toléré, ni par les Africains citoyens, ni par les dirigeants. Et c'est normal qu'on ait eu cette levée de bouclier à la suite des propos que le président Macron a tenus. Ce soulèvement contre la France coloniale représente un véritable espoir pour toutes les nations africaines et le point de départ d'un projet africain axé sur la libération. Il s'appuie sur une nouvelle vision qui rejette fermement toute forme de domination et de soumission. Et le discours politique en France peine à convaincre. Paris préfère désormais dévoyer le débat des vraies questions d'ordre économique et social en cherchant des alibis et des boucs émissaires pour détourner l'opinion publique. Certains observateurs diront que ce pays cherche délibérément à provoquer des tensions à l'étranger, notamment en Afrique, pour faire oublier les graves défis internes auxquels il est confronté. Yasmine Moussaoudi.
Afin de détourner l'attention de l'opinion publique française des crises internes, Paris cherche à semer le trouble à l'international après avoir échoué à trouver des solutions efficaces à la grave crise économique et financière qui menace sa stabilité politique et sociale. Une crise que l'extrême droite française essaye d'exporter vers des terrains étrangers en s'immisçant dans les affaires internes africaines, créant des tensions diplomatiques, espérant ainsi leurrer l'opinion publique et masquer l'immense échec du gouvernement dans le règlement des problèmes internes, notamment la dette colossale de plus de 3 300 milliards d'euros. La France traverse des crises économiques successives, en particulier au niveau du budget public pour l'année 2025, avec une dette dépassant les 3 000 milliards d'euros. Ces difficultés ont poussé le président Macron, à travers ses gouvernements successifs, à adopter des comportements que l'on pourrait qualifier d'inadéquats face aux crises mondiales. On pourrait même penser que le président français cherche délibérément à provoquer des problèmes à l'étranger pour faire oublier les graves défis internes auxquels la France est confrontée. L'arrogance des décideurs français, héritée d'un passé colonial marqué et amplifié par l'extrême droite, s'exprime également à travers les médias. Par des campagnes malveillantes, ces derniers s'efforcent désespérément de redorer l'image ternie d'une 5e République en déclin. Une campagne médiatique sans précédent menée par des médias proches de l'extrême droite a fait des immigrés de l'islam et des musulmans des cibles de leur politique médiatique. Bien que cette campagne semble viser à stigmatiser ces groupes, elle suscite une grande incompréhension, d'autant plus qu'elle repose sur des généralisations qui ne respectent pas les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits dans la législation française. L'époque de la domination est révolue. La souveraineté des nations et le respect de leurs positions sont des principes fondamentaux qui ne peuvent plus être ignorés. Un message clair lancé par les pays africains à l'ancienne puissance coloniale. À l'étranger toujours, au Maroc, poursuite de la démolition des habitations tout en ignorant les droits fondamentaux des populations concernées. Ces mesures arbitraires alimentent un profond sentiment d'injustice et de marginalisation, accentuant les tensions sociales et alimentant la colère des Marocains, nous dit Rina Lerari dans ce papier. Le régime du Makhzen intensifie ses opérations d'expulsion forcée, d'expropriation et de démolition des maisons, comme en témoignent les habitants de Douar Amq el-Djmel, récemment sommés de quitter leur logement après avoir reçu des avis d'expulsion. Face à un système qui bafoue leurs droits fondamentaux, ces Marocains se retrouvent plongés dans une situation de précarité sans aucune solution en vue. Nous sommes des sans-abri à présent. On nous oblige à quitter nos foyers de force sans tenir compte de notre situation financière, de nos familles ou de l'endroit où nous pourrions trouver refuge. Les gens n'ont pas les moyens. Regardez l'état de ces maisons, elles sont à peine habitables. Certains ont même acheté une parcelle de terre et construit leur propre maison. C'est injuste de les expulser avec cette brutalité. Des décisions arbitraires et une gestion brutale continuent de nourrir les tensions sociales et d'attiser la colère des citoyens. Où allons-nous habiter? Nous demandons une indemnisation. Il y a environ 900 maisons ici. Où sont censés partir ces gens? Louer un simple studio coûte au moins 2000 dirhams par mois et les gens n'ont pas les moyens pour supporter une telle charge. J'ai 2 enfants à nourrir et je n'ai pas de quoi louer un logement. On nous a envoyé un avis d'expulsion avec un délai de 4 jours. Je ne sais pas quoi faire. Loin de répondre aux besoins réels des Marocains, le régime du Makhzen continue d'imposer des politiques qui exacerbent les frustrations et renforcent un climat d'injustice et de marginalisation. Retour chez nous, la Direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde sympathie à la famille du défunt Hamzaoui Benchohra, correspondant des quotidiens Ouest Info et La Nouvelle République, à Tiaret, décédé à l'âge de 67 ans, après une longue maladie. En cette douloureuse épreuve, la Direction générale de la communication
présente également ses condoléances à la famille de la presse, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à ses proches. Allez, il est temps de vous faire découvrir l'Uqsar Mughrar. Nous en parlions en titre, un véritable joyau de la région de Nama, qui a abrité les festivités du Nouvel An Amazigh de 1975. La promotion de la culture amazigh dans cette région passe par les spectacles folkloriques et les concerts musicaux, en plus de la dégustation de plusieurs mets traditionnels. On voit ça avec Rina Lerari. Regardez. Les habitants de Mughrar, région célèbre pour ses oasis et son riche patrimoine, continuent de perpétuer les traditions ancestrales pour célébrer le Nouvel An Amazigh. Chaque année, l'Uqsar se transforme en un espace où passé et présent se rencontrent harmonieusement à travers des festivités mêlant chants et spectacles folkloriques de troupes de Baroud. L'Uqsar de Mughrar el-Fouqani, qui date de plus de 12 siècles, accueille pour la première fois les festivités de Yanayr. Des représentants de 24 wilayas se sont rassemblés ici. Le Nouvel An Amazigh marque le début de la saison hivernale de l'année agricole et constitue une occasion de raviver les coutumes authentiques. Les célébrations de Yanayr ne sauraient être complètes sans les incontournables plats traditionnels tels que le merdoud ou le cherchem. Préparés spécialement pour l'occasion, ces mets reflètent l'identité culturelle et le savoir-faire des habitants de la région. Chaque année, nous préparons le mardoud, composé de gros grains de couscous roulés et accompagné d'une sauce aux légumes. La tradition veut que ce plat se prépare sans viande. Selon nos coutumes, c'est la doyenne de la famille qui prépare les plats avec l'aide des autres femmes. À travers des festivités hautes en couleurs, Naama célèbre Yanayr dans la joie et le partage, dans le respect des traditions, préservant un héritage ancestral transmis de génération en génération. Et vous l'avez certainement senti avec la chute des températures. Un temps hivernal s'installe enfin sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays, notamment Sétif, qu'on voit enrobé de son manteau blanc dans ces images avec lesquelles on se quitte ce soir. Et je vous dis à demain. Au revoir.